Retour à présent sur l'actualité du Caucase. Plus de 7 mois après l'exode des 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh contraints de quitter leur terre après l'offensive de l'Azerbaïdjan de septembre dernier. Fort de cette victoire, Bakou tente désormais de redessiner la frontière arméno-azerbaïdjanaise à son avantage. Plusieurs dizaines de balises ont ainsi été déposées cette semaine entre les deux pays. Plusieurs manifestations aussi se sont produites en Arménie, notamment dans cette région du Tavouch où le Premier ministre arménien Nicole Pachinian semble décidé à restituer 4 villages frontaliers à l'Azerbaïdjan. Or, cette région a un intérêt stratégique pour l'Arménie en raison notamment du passage d'un axe routier vital avec la Géorgie. Pour bien comprendre, on rejoint à Yerevan notre correspondante Taline Oundjian. Bonsoir Taline. On a l'impression que le Premier ministre cède mois après mois aux demandes d'Ilham Aliyev et qu'au final ces concessions en vue d'une paix future ne vont que dans un seul sens. Qu'en est-il en réalité ? Bien, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un moment historique pour la région puisque une douzaine de kilomètres de frontière est déjà délimitée à ce jour, alors qu'il y a quelques semaines encore, le Premier ministre arménien Nicole Pachinian parlait du risque important d'une agression militaire azerbaïdjanaise si l'Arménie ne rendait pas 4 de ces villages qui se trouvent donc sur cette frontière qui est en train d'être délimitée. Donc l'espoir ici, c'est qu'une frontière claire et stable pourrait permettre un cadre plus sûr pour éviter les escarmouches militaires qui sont monnaie courante sur ces frontières très mal définies entre les deux pays. Mais les habitants de la région du Tavouch ne le voient pas du tout de cette façon. Et cela fait donc maintenant 6 jours qu'ils bloquent une route clé pour le pays qui relie Yerevan, la capitale arménienne, à la Géorgie. Et en fait, ils font part de leur crainte que cette nouvelle délimitation amènerait les forces azerbaïdjanaises bien trop près de leurs habitations et ils ne voient pas comment on pourrait avoir de garantie que l'Azerbaïdjan ne mènerait pas d'attaque de ce côté-là. Ils sont très en colère contre Nicole Pachinian, qu'ils accusent de faire des concessions unilatérales, alors que l'Azerbaïdjan, à ce jour, occupe toujours 200 km² de territoire arménien et que un possible retrait des forces azéries n'est pas du tout à l'ordre du jour, jusqu'à preuve du contraire. Donc ces avancées vers une frontière potentiellement plus stable ne sont pas synonymes d'avancées vers une paix durable. Tout cela, en fait, parce que l'Arménie, depuis sa défaite lors de la guerre de 2020, est dans une position de faiblesse constante face à l'Azerbaïdjan vainqueur, Azerbaïdjan qui a un budget 3 fois supérieur pour son armée par rapport à celui de l'Arménie. Et donc le président Ilham Aliyev tente ce que certains analystes à Yerevan appellent la paix du vainqueur, donc en enchaînant les concessions à Yerevan. Taline, 7 mois maintenant que 120 000 Arméniens ont dû fuir le Haut-Karabakh. Quelle est leur situation aujourd'hui ? Ces habitants du Haut-Karabakh, ils vivent dans une situation vraiment difficile car ils ont des difficultés à se loger, à trouver du travail et bien sûr, à se remettre de leurs pertes aussi. Ils se sentent délaissés, par le gouvernement arménien. Ils accusent Nicole Pachinian d'avoir, tout simplement abandonné, le Haut-Karabakh. Le Premier ministre qui disait à la presse britannique, cette semaine qu'en les circonstances actuelles, il était irréaliste d'imaginer que, les habitants du Haut-Karabakh pourraient, retourner chez eux. Pour lui, la priorité se trouve sur le territoire internationalement reconnu comme étant arménien. Sauf que les aspirations de l'Azerbaïdjan, elles sont émises de façon très claire par des membres haut placés du gouvernement qui qualifient régulièrement l'Arménie d'Azerbaïdjan occidental. Et donc, on a vu cette semaine, alors que se déroulait la commémoration du génocide des Arméniens de 1915, on a rencontré une population encore sous le choc des événements de septembre dernier et qui se demande est-ce qu'on va se retrouver dans une situation qui fait écho au drame du siècle passé. Merci beaucoup Taline pour ces précisions. On continue de parler de l'Arménie et du Caucase avec l'invité ce soir d'Au cœur de l'info, le philosophe et historien Michel Marian, par ailleurs membre du comité de rédaction de la revue Esprit et auteur de l'Arménie en 100 questions, d'ailleurs republié il y a 3 semaines environ. Bonsoir Michel Marian, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Notre correspondante en Arménie le décrivait à l'instant, les choses semblent s'accélérer ces derniers
jours sur le terrain avec cette délimitation en cours de la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Votre regard là-dessus tout d'abord? Bonsoir Rachel Merdian. Je voudrais apporter quelques compléments d'information à partir desquels peut-être on peut avoir une vision, un pronostic moins négatif sur ce qui est en train à partir de ce qui est en train de se passer. La première chose, c'est d'être précis sur ce qui a fait l'objet d'un accord, c'est-à-dire les 4 zones. Ce ne sont pas des villages, les villages restent arméniens, ce sont des zones qui sont des zones où les paysans arméniens avaient... Donc on les voit ici, sur la carte dans le nord de l'Arménie. Avaient étendu leur droit d'usage. C'était même pas d'ailleurs des cultures, c'était au maximum des endroits pour l'élevage. Et ces zones-là appartenaient en fait... en 91, avant qu'il y ait la première guerre du Karabakh, appartenait à l'Azerbaïdjan et jamais l'Arménie d'ailleurs n'avait demandé une rectification de frontière là-dessus. Donc c'est la première chose, c'est-à-dire que on ne donne pas, on ne livre pas, on rend. On rend et en rendant, on a 2 avantages. Le premier, c'est que la méthode de délimitation de cette frontière, elle fait référence explicitement à 1991, c'est-à-dire lorsque les 15 républiques fédérées d'Union soviétique, l'Union soviétique venant d'être dissoute, ont fixé leurs relations et leurs frontières. Jusque-là, jusqu'à il y a 5 jours, l'Azerbaïdjan refusait que cette déclaration, enfin ce dossier de Alma-Ata serve de référence à la délimitation des frontières. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, cette délimitation de 91, elle était ce qu'elle était, et elle peut paraître maintenant, au regard de cette force militaire qui est celle de l'Azerbaïdjan, comme l'a bien dit votre correspondante, cette délimitation pouvait apparaître comme favorable à l'Arménie. Elle l'a accepté, en tout cas dans le protocole... Ça reste une avancée, selon vous? La situation actuelle reste... on avance quand même. C'est pas simplement qu'on avance, c'est qu'on a obtenu donc cette première concession et que la deuxième concession qui est obtenue par l'Arménie, c'est une concession... qui est obtenue par l'Arménie, c'est une concession sur la déconnexion ou pas entre le traité de paix et la délimitation des frontières. L'Azerbaïdjan ne voulait pas non plus que le traité de paix soit signé après la délimitation des frontières. Eh bien, pourquoi ? Là, pour les mêmes raisons, pour exploiter au maximum effectivement son rapport de force. Il a été obligé de l'accepter. Donc il a accepté 2 choses et je pense que c'est un bon échange par rapport à ce qu'on a donné, qui est 4 zones qui étaient des zones, je dis bien des zones d'élevage. On sent quand même à travers ces manifestations, donc au sein de ces villages du Chavouch, une sorte de décalage donc entre ce que le Premier ministre est prêt à faire comme effort en vue justement d'une paix future et ce que la population, elle, est prête à concéder. La population... regard est-ce que vous portez sur l'action du Premier ministre de manière générale sur ces derniers mois, ces dernières années? Je pense que le Premier ministre, à partir d'une situation qui est peut-être la pire qu'on puisse imaginer, puisque celle qui s'est révélée en fait en 2020, c'est-à-dire une situation où l'Azerbaïdjan était, ça a été dit aussi au début, dans une situation aussi bien démographiquement, en termes d'achat d'armes, économiquement, disons en gros 3 fois meilleure que celle de l'Arménie, et d'autre part l'Azerbaïdjan avait des alliés, la Turquie qui est un allié, la Turquie d'Erdogan en tout cas, qui est un allié indéfectible, Israël qui avait envoyé des experts militaires pour qui l'Azerbaïdjan est un allié stratégique contre l'Iran, et face à cela, l'Arménie était isolée. D'une part, les Occidentaux ne voulaient pas, ne reconnaissaient pas une quelconque légitimité juridique au Karabakh, ce qui est tout à fait différent de l'attitude qu'ils ont par rapport à l'Arménie et à ses frontières. C'était le Karabakh. Et un allié, en fait, absolument insaisissable, qui était la Russie, qui, en fait, se rapprochait de l'Azerbaïdjan sans le dire. Donc, par rapport à cette situation-là, il y a eu des améliorations. C'est-à-dire que le Pachinian a réussi
Russie à créer autour de lui, et en partant de la situation qui est celle de la tension extrême entre l'Occident et la Russie, à faire jouer les uns vis-à-vis des autres et à faire courtiser quand même l'Arménie pour obtenir quoi ? Je pense pour obtenir un veto à toute action offensive de l'Azerbaïdjan. Mais malgré tout, notre correspondante le rappelait, Aliyev régulièrement parle de l'ensemble de l'Arménie, y compris de la capitale Yerevan, comme de l'Azerbaïdjan occidental. Est-ce que ces concessions actuelles côté arménien vont suffire à apaiser, disons, ces revendications territoriales ? Encore une fois, ce ne sont pas des concessions, c'est la construction d'un processus de paix. En tout cas, dans le cadre de ces négociations, voilà les efforts que l'Arménie effectue. Est-ce que ça suffit, étant donné ces propos sur l'Azerbaïdjan occidental ? C'est sûr que ces propos sont extrêmement menaçants. Dans la toute dernière période, ils sont moins tenus par Aliyev. Aliyev a même fait une déclaration il y a quelques jours où il reconnaissait que le corridor, le fameux corridor du Nakhichevan Donc on va pouvoir voir cette carte. Donc il s'agit d'un corridor que Ilham Aliyev, donc le président azerbaïdjanais, dont il revendique, disons, la construction, la souveraineté, donc dans le sud de l'Arménie, pour relier donc son territoire, l'Azerbaïdjan, à son exclave qu'on voit ici, azerbaïdjanaise, donc du Nakhichevan. Voilà, on voit apparaître ce projet de corridor, en tout cas tel que voulu par Ilham Aliyev. Et donc, il y a depuis 2 ans maintenant une bataille diplomatique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur la question de la souveraineté ou pas du corridor. Et dans cette bataille, le gouvernement arménien a mis de son côté, d'une part, l'Iran, ancienne alliance, et d'autre part les Occidentaux, nouvelle alliance. Seuls les Russes sont... et les Turcs évidemment, mais à part les Turcs, les Russes soutiennent sans trop le dire l'Azerbaïdjan parce qu'ils espèrent avoir le droit de rester au Caucase en faisant la force d'interposition, non pas la force d'interposition, mais la force qui aura le droit de contrôler l'entrée et la sortie du corridor. Ce ne sera pas l'Arménie, pour les Russes, ce ne sera pas l'Azerbaïdjan non plus, ce sera eux. Pour le moment, personne n'est d'accord avec cette solution. On va à présent revenir sur... Aliyev a reconnu il y a quelques jours que ce corridor de souveraineté, tel qu'il l'avait plaidé, tel qu'il l'avait réclamé depuis 2 ans, n'était pas dans l'accord de 2020 qui avait été signé sous l'égide russe. Oui, on parlait de faciliter des voies de communication dans cette zone, dans le cadre de cet accord. On va à présent revenir sur la question du Haut-Karabakh et revisionner les archives que vous avez vous-même choisies, les archives du 25 février 1988. Voilà, elles vont... s'afficher dans quelques instants à l'antenne. Il s'agissait de gigantesques manifestations. On les voit ici à Yerevan, la capitale arménienne, pour à l'époque réclamer un rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie. Vous allez peut-être nous dire pourquoi vous avez voulu revoir ces images. J'ai choisi cette image-là parce que l'Arménie était pionnière à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait les conséquences de la glasnost voulue par Gorbatchev ont été perceptibles d'abord en Arménie, avant même les pays baltes, avant la Géorgie. Dès février 88, les Arméniens se sont rassemblés dans la rue. C'était des manifestations d'1 million de personnes. Tout le monde était dans la rue. Et moi, à l'époque, j'y étais. Et le fait d'entendre la rue soviétique, qui était l'espace où on avait peur de parler, la rue soviétique retentir à la fois de cette demande vis-à-vis du Karabakh et également d'un besoin de démocratie, c'était quelque chose de tout à fait qui pouvait rendre la fierté à une Arménie qui avait vécu un siècle particulièrement difficile. Depuis, donc, on a vu... comment ont évolué les choses avec donc cette perte définitive du Haut-Karabakh par les Arméniens et cet exode donc des 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh. Qu'a représenté cette perte, Michel Marion, dans l'imaginaire collectif Je pense que cette perte, en fait, elle aboutit à rendre aigu et peut-être même le ton de nos échanges le confirme, le choix entre le réveil du traumatisme du génocide et donc la présence en permanence de la crainte de la mort, de l'idée de partir dans le désert et de mourir, chose que, je dois le dire,
Turcs et Azéris n'ont pas démenti par leur déclaration, puisqu'il y a eu, lorsque l'Azerbaïdjan a gagné la guerre de 2020, Erdogan est allé à Bakou et a placé cette victoire sous le signe de Enver, qui était l'un des décideurs et exécuteurs du génocide. Donc c'est un chemin, et c'est un chemin qui est extrêmement... comment dire, qui a donc des éléments dans la réalité. Et puis, c'est un chemin qui est extrêmement tentant. Et puis, l'autre chemin, c'est celui du gouvernement arménien qui essaye, avec donc les forces dont il dispose, qui sont des forces de rhétorique, mais qui sont aussi l'existence de la diaspora, les affinités culturelles avec l'Ouest, qui essaye de fonder ce qui lui paraît être la tâche historique d'hommes politiques arméniens aujourd'hui, de fonder l'État de demain. On a l'impression en tout cas qu'ils veulent, que les autorités arméniennes veulent tourner la page rapidement au Karabakh, ce que beaucoup d'ailleurs leur reprochent durant cette crise. Et depuis, vous avez commencé à l'évoquer, on a vu quand même un soutien très franc de la part des Occidentaux, notamment Michel Marian, je pense à la France, mais aussi les États-Unis, des paroles de solidarité, de soutien aussi à l'intégrité territoriale de l'Arménie, mais ils ne sont pas allés jusqu'à, justement, entre guillemets, sauver les Arméniens du Haut-Karabakh. Comment expliquez-vous ce positionnement à moitié, disons? D'abord, sur cette idée de tourner la page, je pense que il y a des pages qui sont tournable, d'autres qui ne le sont pas. Celle-ci, celle du génocide, elle n'est pas tournable dans les faits, c'est-à-dire que la communauté internationale, grâce à l'action des Arméniens, mais ensuite de beaucoup plus de gens et d'amis de l'Arménie, la communauté internationale sait parfaitement que ce génocide existe. Il a été par 30 pays reconnus à des niveaux différents des instances politiques, et il n'appartient à personne de faire comme s'il n'avait pas eu lieu, ce qui veut dire que ça prendra peut-être 5 ans, 10 ans, 30 ans, mais qu'à un moment, ça deviendra un débat politique en Turquie. Ça, c'est une certitude, comme ça avait commencé à le devenir dans les années 2005-2007, à l'époque de Hrant Dink. D'autre part, il faut souligner une chose, c'est que les conditions dans lesquelles s'est fait l'exode massif, c'est des conditions qui, à la fois, prouvent qu'il ne peut pas y avoir pour les Arméniens, étant donné les déclarations que vous-même avez rappelées d'Aliyev, il ne peut pas y avoir de confiance, et pas simplement à cause des déclarations d'Aliyev, mais dans la façon dont les Azerbaïdjanais ont mené la guerre en 2020 avec un certain nombre d'atrocités. Il n'était pas possible pour les Arméniens d'envisager une forme de coexistence sans aucun droit culturel ou politique en Azerbaïdjan. Mais on était encore dans un état de guerre, et ce qui s'est passé en septembre 2023, c'est que la population a peut-être une, deux, trois exceptions près, est sortie intacte. Après pourtant la dureté du blocus, la population est sortie intacte. Elle a été accueillie en Arménie avec une Arménie qui avait des moyens faibles, mais qui a réussi à faire se réveiller les donateurs occidentaux de façon à ce que l'accueil des réfugiés du Karabakh soit un accueil digne, décent, et non pas une fermeture de porte, comme par exemple en Égypte pour les Palestiniens. Ça n'a rien à voir. Donc cet accueil a eu lieu. Il avait même des priorités qui étaient de scolariser tout de suite les enfants. Enfin, il y a un certain nombre de choses d'indemnisation qui ont été prises. Maintenant, il est évident qu'il y a quand même des difficultés quand 100 000 personnes se retrouvent dans une population de 3 millions, en plus avec donc des questions d'insertion professionnelle. Oui, mais sont partis, les chiffres, c'est 15 000, 20 000, c'est-à-dire 1 sur 5. Ça veut dire que les autres ont été accueillis convenablement. Merci beaucoup, Michel Marian, d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est la fin de cet entretien à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. Prochain point sur l'actualité internationale dans quelques minutes.